Bonjour à tous et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de mercredi 15 juin 2022. Premier arrêt en kiosque, je vous emmène parcourir quelques parutions sélectionnées dans le cadre de cette édition. À la une de la nouvelle expression d'abord, pénurie de farine de blé. L'État doit prendre ses responsabilités, titre le journal de Mobile Bonakwamon. Le journal de Séverin Tchouke indique que le pays court un risque de rupture de farine d'ici la fin du mois de juillet si rien n'est fait, donc du fait de l'augmentation des cours mondiaux et l'absence de subventions attendues du gouvernement. Il faut relever avec la nouvelle expression de ce matin que c'est le groupement des industries minières du Cameroun qui a écrit au ministre du Commerce le 1er juin dernier dans l'optique d'attirer son attention sur les risques de pénurie de cette farine de blé. Dans cette correspondance, les meuniers rappellent au ministre du Commerce que depuis leur concertation du 18 mai 2022 dernier et les propositions adressées au secrétaire général des services du Premier ministre, c'est silence radio. Le groupement déplore précisément l'absence de réactions concrètes à leur doléance. Article à lire dans les colonnes de la nouvelle expression. On va à Kribi avec le messager et on parle d'indemnisation à Kribi 3. Magouille et cupidité préfectorale, c'est le titre du journal de Feu Pius Ndiawe. En grogne et en colère, les indemnisés de l'autoroute Kribi-Lolabé sont retournés contre le préfet de l'Océan accusé de filouterie de 400 millions de francs CFA sur le milliard débloqué par Paul Biya, révèle le messager. Article à lire donc dans les colonnes de ce journal. On prend Cameroun Tribune qui est en kiosque. La coopération Cameroun-Congo intéresse dans le quotidien bilingue gouvernemental qui parle de dialogue permanent entre les deux pays et justifie ce titre par l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya et à Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Bakakas, envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Au centre des échanges, la coopération bilatérale, l'intégration en Afrique centrale, les conséquences de la crise en Europe de l'Est sur les pays de la sous-région. Autre précision dans Cameroun Tribune. Le jour est en kiosque et s'intéresse à l'ambassadeur de France au Cameroun. Propagation de fausses nouvelles. Qui calomnie l'ambassadeur de France? C'est le titre donc, du quotidien Le Jour de ce matin, le journal d'Aman Mana. Relève que Christophe Guilou dit être la première cible des fake news depuis son arrivée au Cameroun. Il estime que certaines personnalités insoupçonnables sont à l'origine de leurs publications dans les journaux et réseaux sociaux. L'ambassadeur de France dit avoir des éléments pour démontrer c'est ce qu'il dit notamment à ce sujet des fake news. Vous les aurez en parcourant l'article en page 6 du quotidien Le Jour. Et puis on termine avec Mutation, qui est en kiosque et qui parle de l'entrée en sixième par ordre des mérites, titre dans le journal Mutation. Des candidats ayant obtenu des moyennes médiocres et ont été déclarés admis dans certains centres d'examen. Plus de précisions à lire dans les colonnes de Mutation de ce matin. Eh bien, retour donc en plateau pour la deuxième partie de la revue des Grandes Unes. Elle est consacrée donc au débat. On va prendre d'abord le premier invité qui est déjà avec nous sur le plateau. Il s'appelle Idriss Lissom. Bonjour et bienvenue Idriss. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à tous ces parents qui ne savent pas très souvent que le concours d'entrée en sixième, vous le savez, vous avez une mutation qui est là titrée dans l'édition de ce matin. Concours d'entrée en sixième, comme son nom l'indique, c'est un concours. C'est-à-dire que vous savez que chaque année, les établissements scolaires, surtout publics, les lycées et les collèges d'enseignement général, ou les CETIC ou les CES, essayent de préparer le nombre d'admis. C'est-à-dire on peut dire que nous réservons 300 places selon le nombre de sixièmes, ou bien on réserve 200 places, ou bien 500, ou bien 100 places, selon le nombre de sixièmes. Mais il se trouve que quand le nombre de candidats est inférieur, parce qu'il y a les centres où le nombre de candidats même est inférieur au nombre de places. Ça veut dire que vous allez dans certaines zones rurales, vous verrez qu'il y a un lycée qui a droit à peut-être 80 places, mais il y a au concours 50 élèves. Donc vous êtes d'accord avec moi que du coup on fait passer tous les c'est la candidats. promotion collective avec les Même gens si et le il y a un niveau élève à 1 sur 20, on le fait passer. c'est ça. Donc maintenant, On l'a vu dans certains centres. voilà. Donc en fait, quand mutation, les titres, c'est des faits réels.
Alors, vous trouvez que peut-être dans les grandes villes, comme au lycée, dans Douala Yaoundé, ça devient un peu plus complexe parce que sur peut-être 200 places disponibles, vous pouvez trouver qu'il y a 1000 candidats ou 2000 candidats. À ce moment-là, on recrutera les premiers. C'est-à-dire que le concours, c'est les meilleurs. C'est-à-dire on prendra du premier jusqu'au 200e. Vous voyez un peu. Donc, ça fait qu'un enfant peut avoir même 15 de moyenne et il n'a pas accès au lycée qu'il a préféré parce que peut-être les 200 premiers vont de 18 de moyenne à 16 de moyenne. Alors, vous avez 15 de moyenne, vous n'êtes pas, vous ne réussissez pas au concours d'entrée en sixième. Donc, je pense à ces parents-là aujourd'hui et à ces enfants qui finissent le CEP. Aujourd'hui, vous savez que le certificat d'études primaires a commencé hier. Il se termine aujourd'hui avec les épreuves orales. Voilà. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on dit, juste pour que vous achetiez peut-être un ou deux mots, que dans certaines localités du Cameroun, les élèves ont juste besoin d'aller à l'école et pas de performer. Déjà, le fait d'aller à l'école, c'est un exploit. Oui, vous savez, il y a encore des zones prioritaires. Ajoutant à ça, s'il faut leur demander encore des résultats, on dirait qu'on leur demande un peu trop. Oui, mais parce qu'il y a des zones dans ces pays où vous allez trouver que on supplie même les parents à laisser les enfants venir à l'école. Parce que les enfants, très tôt, apprennent à gagner de l'argent. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ces enfants, les parents préfèrent qu'ils les aident à gagner de l'argent au lieu de venir perdre 9 mois dans les salles de classe. Et vous voyez qu'à ce moment-là, les responsables de ces établissements sont souvent, font au-delà d'encadrer les enseignants et les élèves, font même des relations publiques vers les parents. On supplie même les parents à laisser les enfants venir à l'école en leur disant que même s'il faut qu'ils fassent du business, déjà que le travail des enfants est interdit, l'exploitation des enfants est interdite par la Charte des Nations Unies, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dit que les enfants ne doivent pas travailler à moins de 18 ans. C'est-à-dire que, mais vous allez trouver chez nous qu'il y a des enfants de 10 ans, 9 ans, 7 ans, 12 ans qui travaillent et qui sont exploités. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils travaillent, qu'ils sont exploités. Donc, il faut le reconnaître. Mais nous pensons que c'est quand même des cas marginaux. Hein. C'est des cas marginaux. Maintenant, ceux qui le font, on leur demande de ne plus le faire. Laisser les enfants aller à l'école pour qu'ils puissent acquérir des connaissances, des compétences, pour que demain, ils puissent s'en sortir dans la vie. Merci Idriss Lissom d'être avec nous. En face de vous, le prince, c'est un prince, le prince Aristide Ngekam, directeur de publication du Forum Libre. Bienvenue. Merci Achille de m'accueillir dans ce studio. Bonjour à Idriss Lissom, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision que je retrouve. Un peu de gaieté pour cette édition. Vous savez que la semaine dernière, le journal Forum Libre a honoré ses employés avec des médailles. Au total, 8 médailles ont été décernées, allant de argent à or, parmi lesquels 4 employés, de journalistes à infographes au personnel administratif, ainsi qu'un conseiller spécial du directeur de publication que je suis, et qui a reçu la médaille. C'était sous la présidence du sous-préfet de Douala Premier, M. Christophe Offier, que nous remercions grandement de s'être déplacé pour venir nous décorer. Vous savez que d'habitude, ce sont des récipiendaires qui vont vers l'autorité administrative, mais l'autorité administrative de l'arrondissement de Douala Premier a tout fait de se déplacer pour venir vers nous, pour nous décorer, en nous promettant que s'il y avait encore d'autres récipiendaires pour l'année prochaine, il sera toujours là. Donc je voudrais tirer un coup de chapeau à cette autorité administrative et je dis bravo à mes collaborateurs et je les invite à plus d'ardeur au travail parce que ces médailles n'étaient pas une consécration, comme je l'ai rappelé, mais c'est un temps d'arrêt pour dire, écoutez, on a quand même travaillé plus de 15 ans. Il faut quand même marquer un temps d'arrêt pour se dire, écoutez, quelques médailles, mais relancer des projets à venir. Merci. Et vous dites dans votre journal d'aujourd'hui qu'on s'achemine vers la fin des robinets secs à Yaoundé. C'est cela, en un mot? J'espère bien. Vous savez que c'est à la suite d'un contrat qui a été signé par le directeur général de la Kamwata, Gervais Bolanga, et trois multinationales, notamment belges et une autre nationalité, qui, vous savez qu'il y a un des très compliqué. Si vous prêtez attention, vous verrez que dans les réseaux sociaux et dans plusieurs plateformes numériques,
Et les responsables de cette entreprise-là font des communiqués tout le temps pour dire, écoutez, il n'y aura pas d'eau à Mendon, il y aura l'eau ici, il n'y aura pas ici, ça. Donc, il y a une grosse communication qui est faite autour, mais ce qui nous amène à traiter cette actualité, c'est qu'il y a un contrat commercial qui a été signé récemment par ACS Belja qui devrait s'occuper de la distribution de l'eau. C'est-à-dire que de l'eau qui est puisée non loin de chez les sommes dans la Sanaga pour ramener à Yaoundé pour être distribuée. Donc, les travaux vont se mettre en branle et on espère bien que le deadline, c'est d'ici fin d'examen. On espère que lorsque tous les travaux seront faits et d'ici fin d'examen, on ne connaîtra plus des coupures intempestives d'eau et de supplices que subissent les consommateurs parce qu'ils sont obligés d'être approvisionnés par les camions citernes de Kamwata, tout ça parce qu'il n'y a pas de ce côté-là. Je voudrais dire que c'est un vieux projet. Malheureusement que les prédécesseurs de l'actuel top management ont dévoué parce qu'il y a eu de nombreux financements sur ce projet-là. Mais on ne sait pas où est-ce que ces financements sont partis. Je me pose la question, et je l'ai toujours rappelé ici, vous avez plusieurs directeurs généraux, les prédécesseurs de Gervais Boulanga, qui sont en difficulté avec la justice, qui sont en détention préventive au niveau de la prison centrale de Koningui. Est-ce pour ce type de problème? Mais nous espérons que l'actuel top management va mettre encore les bouchées doubles afin que les consommateurs puissent avoir de l'eau, parce que c'est une grosse difficulté lorsque vous n'avez pas de l'eau chez vous. Vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas vous laver. Donc nous espérons que ce projet-là nous allons attendre va arroser Yaoundé et les environs. Idriss. Oui, juste 5 secondes pour dire à Arcide Ngekam que à Ezeka, on n'a pas d'eau depuis 10 jours et on espère que... C'est un problème. Oui, c'est un problème. On espère que la Kamwat va pouvoir dépanner l'usine. C'est une question de moteur. On ne sait pas pourquoi la ville d'Ezeka, qui est le chef du département et qui subit ces coupures d'eau intempestives. Nous sommes déjà à 10 jours. On n'a malheureusement pour nous pas de communication. Heureusement pour ceux de Yaoundé, peut-être il y a la communication, il y a le ravitaillement, mais à Ezeka, pas de communication, pas de nouvelles, rien à savoir. On ne sait pas. La dernière fois, on a fait 2 mois. Peut-être cette fois-ci, on est parti pour 4 mois. Bon, on espère qu'il n'y aura pas de pandémie, il n'y aura pas de problème de maladie. On espère tous, comme Achille a dit, que le projet on qui va être si nos robinets qui sera mis en branle seront approvisionnés. Va pouvoir il y a l'eau qui intéresse les ménages. Il y a aussi le pain qui nous intéresse. On va parler donc de ce premier sujet. Donc dans la pénurie de la farine de blé qui est annoncée par le groupement des industries meunières du Cameroun d'ici la fin du mois de juillet, effectivement parce que dans le contexte actuel marqué par la crise en Russie et en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, donc il y a les prix de la tonne du blé qui ont flambé et puis ça impacte sur la production de la farine elle-même qui impacte sur la production du pain. La nouvelle expression nous dit que l'État doit prendre ses responsabilités et bien parce que le groupement a écrit s'est concerté avec le ministre du Commerce en mai dernier et puis ils ont adressé comme ça leurs propositions au SGPM, secrétaire général des services du Premier ministre. Aujourd'hui, ces silences radio, ils n'ont pas toujours eu de retour et on s'achemine donc vers cette pénurie de farine. Alors, Idriss Essom, est-ce que vous pouvez comprendre, justifier tout au moins le mutisme du gouvernement en rapport avec ce sujet? Oui, bien sûr. Pas que je peux comprendre, mais je peux analyser. C'est-à-dire en lisant la presse ce matin et même en suivant cette actualité depuis mai dernier avec ces meetings qui s'est tenu avec le groupement des meuniers et le ministère du Commerce et avec ce courrier qui a été déposé au service du Premier ministre, il faut tout simplement savoir que les meuniers sont dans leur rôle. Vous savez, quand on est un groupe, une sorte d'association qui est de prestataires, c'est-à-dire qui apporte, qui nous propose la farine de blé. Et vous savez que la farine de blé, jamais sans mon pain. Donc, vous savez, c'est ça. Nous avons grandi dans cet environnement. Parce qu'on peut aussi grandir dans un environnement que jamais sans mon manioc ou jamais sans ma patate. Oui, mais on a grandi dans un environnement, c'est-à-dire qu'on vit depuis 60 ans, c'est le pain. Le pain est là, il nous accueille le matin, il accompagne le déjeuner, il est là. Donc, jamais sans mon pain. Et pour ce faire, les meuniers, comme ils sont organisés en groupement, annoncent au gouvernement qu'attention, voici les difficultés du secteur. Donc, ils sont dans une démarche qui est normale, logique, en termes syndicalistes et associatifs. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, s'ils ne l'avaient pas fait, il y aurait eu problème. Maintenant, ils ont posé le problème au niveau du gouvernement. Et le gouvernement
je pense bien, je présume qu'il est en train d'étudier. Pourquoi ça prend du temps? Vous l'avez posé la question. Je vais répondre tout simplement pour dire que, en fait, ça prend du temps parce que c'est une question d'argent. Parce que là, il y a le prix. Quand la demande est forte et l'offre inférieure, on se connaît dans le business, le prix augmente. Et quand le prix augmente, il faut que quelqu'un paye ses prix. Alors, les meuniers disent, si nous, on ne peut pas prendre tout en charge, il faut que le gouvernement nous soutienne un peu. Alors, maintenant, le gouvernement, s'il fallait que le gouvernement soutienne, il faut que le gouvernement trouve cet argent. Mais vous savez que nous sommes dans un environnement où l'argent, la chose est devenue un peu plus rare, un peu plus difficile. Alors, si le gouvernement soutient la péréquation en termes de produits pétroliers, le gouvernement va soutenir en termes de produits de première nécessité. Donc, vous voyez, le gouvernement est à la limite un peu asphyxié. Donc, on attend l'ingéniosité du gouvernement. Nos dirigeants, ils sont là pour ça, de pouvoir faire à ce que, comme nous sommes dans la culture du pain, parce que si le gouvernement nous avait apporté une autre culture, on se serait dit, le pain, que ceux qui ont de l'argent en achètent. Vous comprenez un peu. Maintenant, ceux qui n'en ont pas pourraient se retomber peut-être sur le manioc ou la patate ou bien, je ne sais pas, autre chose. Donc, on attend que l'ingénierie du gouvernement puisse pouvoir apporter des réponses aux meuniers. Parce que les meuniers ne veulent pas que, le moment venu, lorsqu'ils vont mettre des prix par rapport à la difficulté qu'ils ont, qu'ils soient accusés d'avoir augmenté librement des prix. Vous comprenez un peu, en fait, c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau-là. Donc je pense qu'on attend que le gouvernement réagisse. Et les meuniers ne sont pas... en faisant cela, en mettant cette pression, c'est pour que le gouvernement réagisse très tôt. Par exemple, nous sommes encore en juin et dans fin juillet, c'est dans moins de 45 jours. Ils annoncent la rupture à fin juillet, donc dans quoi à peu près 45 jours. Moins de 2 mois. Est-ce que vous comprenez donc cette pression des meuniers sur les pouvoirs publics? Ils se sont concertés en mai, nous voici rendus en juin, il n'y a toujours rien, c'est silence radio. Est-ce que c'est une question d'argent ou alors ce n'est pas dans l'ordre des priorités du gouvernement, alors que le pain fait partie de notre quotidien? Non, je pense que ce n'est pas dans l'ordre des priorités du gouvernement. Pas vraiment. Mais c'est que, est-ce qu'ils ont des solutions sous la main? Vous savez, le problème ici, de façon basique, c'est quoi? C'est que la Russie, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça? L'achat du blé était totalement dépendant de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, depuis la guerre russo-ukraine, les prix ont flambé parce que le blé ne sort plus. Et donc, du coup, ceux qui parce avaient... la Russie est frappée d'embargo. Exactement. Et donc, ceux qui avaient du stock le vendent plus cher. Et ceux qui avaient donc un peu de stock ici au niveau du Cameroun, ont fait une sorte d'évaluation en disant, écoute, toi, tu as combien de tonnes? Parce que tout le monde sait, lorsque les différentes quantités. Et donc, par conséquent, si rien n'est fait, parce qu'il n'est pas question ici forcément de dire que l'argent manque. Non, mais c'est que les prix ont flambé. Et maintenant, si les prix ont flambé, pour ceux qui importent, ils payent de la douane. Donc, ce que le gouvernement, en principe, doit faire, c'est soit de baisser le taux de douane, vous voyez un peu, afin que ces meuniers-là puissent approvisionner le marché. Et approvisionner le marché d'abord en gros, et par conséquent, il y aura une sorte d'incidence, peut-être positive, sur le prix du pain. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, c'est-à-dire que le ministre du Commerce a essayé de jouer la fronde, mais ils n'ont pas eu le choix parce que les chiffres étaient là, les faits étaient là. Ils n'ont pas eu le choix de laisser que les boulangers et autres meuniers puissent augmenter un tout petit peu le prix. Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas à rentrer dans le frais. Vous ne pouvez pas faire un commerce pour perdre. Il fallait amortir les frais d'importation. Ça, jamais. Et donc, du coup, ici, il faut pouvoir trouver rapidement la solution. Il est vrai qu'on a eu un peu des solutions palliatives, mais qui ne sont pas suffisamment préparées avec le manioc, la patate, ainsi de suite. Je pense qu'il faut encore un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps pour que les productions puissent s'arrimer, se préparer, afin de faire face afin de trouver un véritable remplaçant à la farine de blé. Donc ici, je pense qu'ils l'ont dit, c'est-à-dire que la lettre qu'ils adressent au ministre du Commerce, ils rappellent bien entendu qu'ils ont été reçus par le ministre secrétaire général de la primature, c'est le professeur Séraphin Magua Fouda, mais que depuis leurs désirateurs, leurs doléances ont été adressées là-bas, il n'y a pas eu de retour. C'est la raison pour laquelle ils relancent pour une autre fois le ministre du Commerce, vivement que les autorités administratives et gouvernementales puissent
donner une réponse. Une réponse. Et vous savez, ce ne sont pas des réponses qui dépendent du ministre du Commerce. Ça, il faut l'oublier. C'est-à-dire que tout ce qui touche la douane, vous savez que le budget a été voté et dans cette semaine, nous allons voter une loi rectificative du budget parce que nous avons eu, le Cameroun a eu beaucoup de problèmes et par conséquent a été obligé de baisser, de revoir à la baisse le budget d'un certain nombre de ministères. Et vous vous rendez compte qu'on baisse le budget d'un certain nombre de ministères et que les meuniers puissent demander que l'État puisse subventionner. C'est une sorte de subvention pour qu'on puisse leur permettre non seulement de tenir, mais d'approvisionner le marché. Parce qu'effectivement, Idriss, dans leur proposition, les meuniers ont dit qu'ils étaient prêts à supporter une partie des coûts de la tonne du blé à l'international et que les pouvoirs publics, le gouvernement pouvait supporter, je crois, 10% de ces coûts-là. Mais jusqu'à là, vous dites que c'est des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'ils parlaient de priorité quand même, parce qu'eux aussi sont prêts à se sacrifier, vu le contexte. Mais le problème, c'est que le gouvernement prendra cet argent où? En fait, c'est ça. D'où viendra cet argent? En cette période de vache maigre, en cette période où le cash est une denrée, est quelque chose de très difficile à avoir, en cette période où on visse la ceinture, maintenant, la vérité est que pour moi, le gouvernement peut bien même trouver cet argent-là si on enlève dans ses budgets toujours des lignes, des dépenses qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître que dans le budget de fonctionnement du gouvernement, il y a des lignes qui peuvent être complètement... Mais alors, si le gouvernement attaque ces lignes, c'est aussi une triste réalité. C'est ouvrir un autre problème. Un autre problème dans le sens que... Un autre front. Dans le sens que ceux-là aujourd'hui qui soutiennent le gouvernement dans sa volonté de pouvoir tenir vont baisser les bras et on ne sait pas où ça continuera le pays. C'est la triste réalité. Donc le gouvernement est entre le marteau et l'enclume, mais à force de tirer, d'où la corde se coupera-t-elle au niveau des meuniers ou se coupera-t-elle auprès de ceux-là qui nous dirigent et qui vivent de leurs avantages énormes malgré les plus petits bas salaires du continent? La question est... Dans tous les cas, c'est nous qui paierons le prix. C'est-à-dire que si, comme il dit, si ça casse, quel que soit le côté où ça casse, je préfère que ça casse du côté du gouvernement pour qu'elle puisse supporter les frais. Maintenant, si les meuniers n'ont pas d'autre choix, c'est-à-dire que non seulement ils ne peuvent pas avoir la marchandise à bon prix, et s'ils arrivent à trouver la marchandise à prix fort, ils doivent forcément le répercuter parce que je l'ai dit ici, on ne fait pas un commerce pour paître. Et par conséquent, au bout de la chaîne, qui va en souffrir? C'est nous autres les consommateurs. Voilà, donc vivement qu'on puisse trouver des solutions, des solutions qu'on essaie de fouiner dans des poches de dépenses dispendieuses du gouvernement. Je pense qu'on est en train de commencer à le pensionner, notamment pour pour le budget qui va être rectifié dans les prochains jours. Voilà un autre problème qui survient. Vous êtes sans ignorer que nous avons un gros problème qui nous prend de l'argent tous les jours. C'est des questions de sécurité, de défense et de sécurité du côté du Nozo et du côté de Boko Haram. Beaucoup d'argent vont de ce côté-là. Et du coup, vous avez d'un autre côté les agents des douanes et des impôts à qui on a fixé des objectifs. Ils n'entendent pas laisser un petit quelque chose. Donc, ils sont focus sur des objectifs qu'il faut pouvoir atteindre. Et ces objectifs-là, il faut le dire. Vous savez, la gestion de l'économie, c'est un vase communicant. C'est-à-dire qu'on prend ici pour investir. C'est-à-dire que lorsque vous entendez le budget, l'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher dans les ressources pétrolières, non pétrolières, des impôts, douanes et ainsi de suite. Voilà, merci. Et moi, je voudrais poser la dernière question, mais comme le temps me prend la gorge, je peux dire rapidement que peut-être c'est un mal pour un bien cette situation, parce que ça permet quand même de valoriser aussi la production locale. On voit ces derniers temps le pain fait à base de la farine de manioc, et c'est vrai, on dit que c'est encore cher, mais quand ça sera vulgarisé, ça sera peut-être accessible à tout le monde. Pour moi, ce n'est ni un mal ni un bien, parce que ce n'est pas pensé. Vous savez, lorsqu'on est dans l'improvisation, il ne faut pas compter sur l'improvisation. Il faut une bonne planification. Il faut qu'il y ait une volonté politique qui crée ce boulevard pour une farine, peut-être de patates, je sais d'autres. Tant que ça reste des réactions des individus, de quelques petites volontés, sans volonté politique, sans facilité, sans que le gouvernement ne fixe le cap et de faciliter dans ce sens, et même pousser les populations à faire des champs
qui puisse apporter de la matière première, c'est qu'on danse dans le sac, comme on dit. Merci Idriss Lissom. Alors on prend rapidement le deuxième sujet. C'est le quotidien Le Jour qui nous inspire donc cette thématique-là. Il parle de propagation et de fausses nouvelles qui calomnient l'ambassadeur de France. C'est quand même assez grave les propos de Christophe Guilou qui dit être la première cible des fake news depuis son arrivée au Cameroun. Il estime même que des personnalités insoupçonnables sont à l'origine de leurs publications dans les journaux et les réseaux sociaux. Prince Hatingekam. Mais c'est grave ça. Non, moi, c'est pas grave puisqu'on le vit tous les jours. Peut-être parce que c'est un ambassadeur et qu'on craint un tout petit peu, entre guillemets, une sorte d'incident diplomatique. Mais je pense que Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, est un bon communicant et j'espère qu'il a une cellule de check, vous appelez ça quoi, check, de veille, de veille, de fact-checking. Bon, écoutez, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas non plus pour dire qu'il faut l'encourager. Maintenant, si l'ambassadeur dit lui-même qu'il soupçonne même des personnalités derrière des attaques contre sa personne, c'est bien grave de ce côté-là. Il faut bien qu'il nous donne les noms. Il ne faut pas qu'il nous donne les noms. Nous n'allons pas jouer aux devinettes ici pour savoir qui est-ce qui attaque ou alors qui en veut à l'ambassadeur de la France au Cameroun. Donc je dis, c'est une situation malheureuse que nous vivons tous, et c'est la raison pour laquelle nous le disons, et je l'ai dit encore lors de ma prise de parole pendant la cérémonie de remise des médailles l'autre jour, il faudrait que les gens puissent lire les journaux, suivre Equinox Télévision, suivre l'information dans les médias traditionnels, parce que c'est là qu'on traite l'information. Tout ce qui est balancé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas traité par des journalistes. Donc il faut suivre les médias traditionnels qui traitent des informations dans selon les canons et les règles déontologiques, et vous aurez la bonne information au lieu de vous abreuver sur les réseaux sociaux où tous les jours des fake news circulent. Idriss Lissom, on sait que le langage diplomatique est souvent policé, mais là, voir un ambassadeur qui fait cette sortie et qui accuse des personnalités, tapis dans l'homme, comme on aime bien souvent dire chez nous, qui le jette comme ça en partie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça peut vouloir traduire? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Il s'adresse à qui même finalement? Bon, mais vous savez, s'il y avait la diplomatie, on n'avait pas utilisé le nom des diplomates pour pouvoir faire des fake news. Bon, en fait, il faut dire que nous sommes justement dans une situation diplomatique où il fallait absolument que l'ambassadeur réagisse. S'il n'avait pas réagi, très vite, l'opinion publique, on aurait compris que ce sont ses propos. Et même si ce sont ses propos, vous savez, nous sommes dans un environnement très compliqué. On peut parler. Peut-être que l'ambassadeur a dû échanger en privé avec des gens, parce que comme lui dit qu'il connaît, donc peut-être qu'il a dû échanger avec ces gens-là, il n'a jamais parlé de manière officielle et tout le reste, et il se trouve que ce qu'il a dit en privé à X ou Y se retrouve désormais en mondovision en termes d'information, et lui il dit fake news parce que ce n'est pas officiel, parce qu'il ne se reconnaît pas dedans. Alors, mais est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Et dans le cadre langage diplomatique, il était tout à fait normal, comme ce ne sont pas des propos qui viennent de manière claire, d'une source identifiée. Et donc, que l'ambassadeur puisse dire que ce ne sont pas ses propos. Mais maintenant, le président Alessé a bien dit qu'il faut qu'il nous donne des noms, qu'il y ait des personnes dont on ne soupçonne pas. Ça peut provoquer le courroux de Yaoundé, hein, comme on a vu ces derniers temps avec surtout encore la France concernée. Oui, mais sur le plan diplomatique, c'est pour cela que très vite l'ambassadeur fait vite de réagir en disant que vraiment il ne se reconnaît pas, c'est une fausse information, c'est fake. Vraiment. Maintenant, le problème, c'est que en analysant cela, on s'est dit, bon, qui a intérêt à mettre l'ambassadeur sur l'image, même si l'ambassadeur a dit ses propos personnels dans un cadre privé. Quel est l'intérêt de pouvoir mettre ses propos à la une, en lumière, en termes de fake? Ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Maintenant, et l'ambassadeur, en le disant, si ce sont véritablement des propos privés, est-ce que étant ses propos privés ne peut pas mener une action qui aille dans ce sens-là? Parce que c'est sa perception, vous comprenez un peu? Donc, peut-être celui qui a reçu ça en privé peut se dire, mais attention, même si officiellement on ne le dit pas, il peut manœuvrer pour que ce qu'il pense soit ce qui se fasse. Parce que, vous voyez, on est dans et celui-là se dit, bon, mieux sortir l'info pour que tout le monde soit au courant, même comme il va nier. Donc, on est dans un langage diplomatique, comme vous dites. En réalité, pour terminer, pour sortir totalement en réalité l'information ici,
et que nous devons creuser et que l'ambassadeur doit pouvoir nous aider à nous éclairer. C'est qui se cache derrière... Ceux qu'il connaît, parce que... Voilà, ceux qu'il connaît, parce qu'il dit, il dit soupçonné. Insoupçonné. Insoupçonné. Qui se cache derrière les attaques contre l'ambassadeur. Et pourquoi? C'est ça. La suite de l'enquête, c'est et pourquoi. C'est ça. Et pourquoi. Donc, à nos plumes, nous espérons que dans les jours qui viennent, on aura les réponses à ces deux. Nous saurons qui veut nuire à l'ambassadeur et pourquoi. Et pourquoi. Allez, merci à vous, chers messieurs, d'être encore venus ce mercredi dans le cadre de la revue des Grandes Unes. Merci à la maison de nous avoir regardés et suivis. Merci à nos équipes techniques autour de Emos Fongo. Je vous donne rendez-vous demain lorsque sera 9h ici à Douala pour une autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez connectés tout de suite derrière ces 10-12 les Zéniths.